Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un macro. Chapitre 14. L'erreur. À la fin de l'année, je m'étais acheté une nouvelle Cadillac modèle 1939. Joanne s'était tirée 3 mois après ses débuts avec moi. Elle était trop possessive et n'avait pas suffisamment de cran pour tapiner longtemps. Je n'avais pas pleuré quand elle était partie. Pendant le temps qu'elle était restée avec moi, Chris l'avait fait bosser. J'avais des milliers de kilomètres d'avance sur elle lorsqu'elle avait fini par s'enfuir après avoir échappé à la vigilance de Chris. Une semaine plus tard, j'avais dégoté une jeune pute qui était une surdouée du bitume et avait une bonne expérience du vol à l'étalage. Elle adorait Chris. Elle allait souvent dans les magasins du centre-ville et en revenait avec des sacs pleins de robes magnifiques et de lingerie pour elle et pour les autres filles. Plus tard, elle avait initié Chris au vol à l'étalage. Je les avais laissés opérer ensemble en les faisant accompagner par un type qui leur servait de chauffeur, et elles avaient rempli ma penderie de splendides costards. Top avait écopé d'une peine de 50 tôles pour trafic de stupéfiants. Le FBI l'avait piégé en faisant passer un de ses agents pour un dealer. Le flic lui avait acheté plus de 100 grammes de poudre et il s'était fait arrêter en flagrant délit. Sa compagnie me manquait et je traînais ses suites plus que jamais. J'étais devenu célèbre. Le surnom que Top m'avait trouvé m'était resté. Tout le monde m'appelait Iceberg, à présent, même Sweet. En dehors des différents dealers à qui j'achetais ma cam, j'étais le seul à savoir que mon air glacial me venait en réalité de la cocaïne que je sniffais et me shootais chaque jour. Pendant 3 ans, j'avais fait tapiner les filles en respectant scrupuleusement les règles du livre. Chaque année, je m'étais acheté une Cadillac neuve, et il n'y avait jamais eu moins de 5 filles dans mon écurie. J'avais déménagé de l'immeuble de Top en laissant ma petite famille dans l'appartement, et je m'étais loué une suite cossue dans un hôtel du centre. J'avais l'intimité, les bijoux, l'éclat et la séduction du Mac qui a réussi. J'étais arrivé à prendre ma place sur la grande scène, et j'étais en train de devenir une de ces légendes. Top n'était plus là, il était parti à Seattle où il habitait chez des parents à lui, en attendant la fin de sa liberté sur parole. Une seule de ses femmes était restée avec lui, les autres avaient disparu dans la nature quand il était tombé. La demi-portion était toujours ma pute de confiance et Ophélia continuait de faire équipe avec elle. Quant à Chris, elle donnait chaque jour la preuve qu'elle aussi était capable le jour venu de devenir la pute en chef. Depuis quelque temps, j'avais remarqué que la demi-portion montrait des signes d'usure. Mes 2 autres putes avaient déjà fait partie d'une écurie. Je les avais prises avec moi quand leur ancien Mac était mort d'une overdose d'héroïne. J'étais chez Sweet le jour du bombardement de Pearl Harbor. J'y avais passé la nuit et j'étais encore au lit. Le gentil serpent à la peau brune m'avait apporté mon petit déjeuner. Je finissais de manger lorsque Sweet entra dans la chambre. Il s'assit au bord du lit. Berg, dit-il, l'oncle Sam vient de se faire couper la gorge. Les yeux bridés ont mis le feu à Pearl Harbor. Les putes vont ramasser plus d'argent que jamais. Mais j'ai l'impression qu'à long terme, les Macs auront à souffrir de cette guerre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu sais, une pute, c'est jamais qu'une ex-honnête fille. Au cours de sa vie, un bon Mac use beaucoup de putes. Si les Macs ne trouvent plus assez d'honnêtes filles à mettre sur le trottoir, les écuries vont rapetisser. Avec la guerre, les usines d'armement feront appel à des milliers de jeunes putes potentielles. Les filles qui y travailleront gagneront de l'argent. Elles vont prendre goût à leur indépendance et la défendre dur comme fer. Les Macs ne pourront plus les convaincre d'aller tapiner. Les honnêtes femmes plus âgées iront elles aussi travailler dans les usines. Elles sont des milliers à avoir des filles de moins de 20 ans. Avec l'argent qu'elles gagneront, elles auront de quoi remplir le ventre de ces jeunes pétasses. Elles leur achèteront de belles fringues et du coup, les filles n'auront pas la moindre envie de se coller entre les mains d'un Mac. Elles préféreront macroter maman. Le pire, c'est que ces usines vont inciter les putes qui bossent pour les Macs de stricte obédience à se tirer et à rentrer dans le rang. Si la guerre dure longtemps, les Macs n'auront plus qu'à devenir PD s'ils veulent encore avoir quelqu'un à faire tapiner. Berg, le vrai paradis des Macs, c'est un grand bassin plein de jeunes morues locteuses et affamées. La guerre faisait rage. Les usines d'armement tournaient 24 heures sur 24. Des milliers de bonnes femmes, jeunes et vieilles, trimaient comme des esclaves. En ce qui me concernait, mon bassin regorgeait toujours de très beaux poissons. J'avais 3 filles qui tapinaient pour moi depuis les origines et 3 nouvelles recrues. Nous étions au mois de décembre 1944. Sweet se débrouillait encore bien pour un vieil homme. Son écurie ne comptait plus que 7 filles, mais c'était toujours un grand Mac pour un type de cet âge. Top, lui, s'était installé sur la côte ouest. Il y avait longtemps que Chris, Ophélia et la demi-portion travaillaient pour moi. Depuis 1938, j'avais fait bosser et perdu entre 60 et 70 filles, certaines déjà putes, d'autres encore novices. Le roulement était important chez les novices. Certaines restaient un mois puis s'en allaient. D'autres ne duraient pas plus d'une semaine, d'autres encore disparaissaient au bout de 2 heures. C'était vrai, ce que Sweet m'avait dit des années auparavant. Le jeu du Mac, c'est tu prends et tu perds. Je passais le jour de Noël avec maman. Elle était vraiment heureuse de me voir. Je ne l'avais pas revue depuis 1938. À mon départ, elle se mit à pleurer, comme d'habitude. La demi-portion était fatiguée et devenait mauvaise.
C'est elle qui avait fait s'enfuir plusieurs de mes jeunes recrues. À présent, chaque fois que je mettais une nouvelle fille sur le trottoir, je confiais à Chris le soin de lui apprendre le métier. Je commençais à envoyer la demi-portion dans des petites villes près des camps militaires. Certaines étaient situées hors des limites de l'État. Parfois, Ophélia l'accompagnait. Une semaine avant que je rencontre Carmen, toutes deux avaient passé un week-end dans le Wisconsin. La demi-portion et les 5 autres filles étaient avec moi au moment où je décidais de recruter une septième pute. C'était presque une copie conforme de la demi-portion à 18 ans, mais avec un plus joli visage. Ses traits étaient plus réguliers. Le temps et la rue avaient transformé le visage de Pékinois de la demi-portion en une tête de bulldog. Nous étions dans un cabaret. Carmen était assise à une table de 26, dans la salle de bar. Je me levais et allais aux chiottes. Sur le chemin, je passais devant elle, et elle me donna des idées. En revenant, je m'arrêtais à sa table, jetais un quarter, puis lançais les dés en essayant d'obtenir les 26. J'y parvins, et nous offrit un verre avec l'argent que j'avais gagné. Je restais debout devant sa table et lui posais quelques questions. Elle venait de Peoria et n'était à Chicago que depuis une semaine. Elle connaissait Party Time. Elle l'avait rencontré à Peoria où il habitait toujours. Il avait une pute qui travaillait dans un bordel là-haut. Elle-même avait bossé dans la même boîte. Elle avait plaqué son mec et elle était toute prête à se laisser recruter. Nous bavardâmes pendant une vingtaine de minutes. Je voyais qu'elle en pinçait pour moi. Elle regarda la pendule. C'était presque l'heure de la fermeture et je l'invitais à un petit déjeuner dans l'appartement de la famille. Après le petit déjeuner, je partis avec Carmen. Je voulais l'emmener chez moi pour la prendre sous contrat. La demi-portion me suivit alors sur le palier, elle m'appela. Je donnai les clés de la Cadillac à Carmen et elle prit l'ascenseur. Je restais immobile sans faire le moindre pas vers la demi-portion. Si tu as quelque chose à me dire, tu viens de voir, lançai-je. Elle s'approcha lentement de moi, le regard mauvais. Top avait raison. Ces vieilles putes, quand elles commencent à s'aigrir, donnaient du fil à retordre à leur mac. J'espère que tu n'as pas l'intention d'amener cette pute bidon dans la famille, dit-elle. Cette connasse, c'est de la merde. Fous-moi la paix, répliquai-je. Tu vas arrêter de râler et de faire fuir toutes mes nouvelles putes. Personne n'a à me dire qui je dois faire tapiner, sale pétasse. Tu as le culot de dire qu'une fille est bidon alors que toi, il a presque fallu que je te bute pour que tu commences à ressembler à quelque chose. Je remarquai que 2 de mes nouvelles recrues observaient ce qui passait par la porte ouverte, les yeux écarquillés, elles ne perdaient rien du spectacle. Dis donc, négro, s'exclama-t-elle. Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un épouvantail en haillons. Tu n'avais même pas de bagnole, tu m'as piqué la mienne. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es devenu. Sans moi, à l'heure qu'il est, tu coulerais comme une merde dans un tube de Saint-Doux. Ce fut à ce moment-là que je commis une grave erreur. J'aurais dû employer la technique de Top et lui ramollir le cerveau pour me débarrasser d'elle. Au lieu de ça, je lui envoyai un gauche fulgurant à la mâchoire. Il eut un claquement sec, comme l'explosion d'un pétard, et elle s'effondra sur le tapis en un petit tas silencieux. Je bottai son gros cul une douzaine de fois, puis m'avançai vers l'ascenseur. En jetant un coup d'œil derrière moi, je vis Chris et Ophélia la traîner à l'intérieur de l'appartement. La demi-portion fit rafistoler sa mâchoire cassée avec du fil de fer passé entre les dents, puis elle se tira avec Ophélia. Chris me raconta qu'elle avait essayé d'emmener avec elle 2 des nouvelles filles. J'avais commis la gaffe classique, j'avais brutalisé une vieille pute fatiguée, le pilier de mon écurie. Carmen ne fut pas difficile à convaincre. Un Mac cherche à faire tapiner quiconque peut lui remplir les poches, et il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il trouve une jeune fille, belle, qui a envie de lui. Or Carmen me désirait vraiment, elle commença à travailler avec Chris. 6 mois plus tard, Sweet me téléphona un matin de bonne heure. Il y avait de l'excitation dans sa voix. Je me redressai brusquement dans mon lit. Berg, dit-il, j'ai entendu dire que le FBI est en train de fourrer son nom dans les tôles de femmes. Ils cuisinent les putes et ton nom a été cité plusieurs fois. Apparemment, ils ont déjà un solide dossier d'accusation contre toi. À mon avis, ils essayent de te coller 5 ou 6 chefs d'inculpation sur le dos. Sweet, je parie que c'est cette salope de demi-portion. Nom de Dieu, depuis le début de la guerre, j'ai dû l'envoyer une bonne douzaine de fois en dehors des limites de l'État avec Ophélia. Ils vont essayer de me faire tomber pour traite de blanche. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? J'irai voir un de ces joyeux petits rigolos du West Side, je lui donnerai un peu de fric pour ses frais et un bon marteau, et je lui dirai que le jour où je lirai dans le journal que les 2 pétasses ont été découverts dans une allée avec le crâne défoncé, il serait sûr de se ramasser $2000. Ce serait facile de les piéger, ce sont des putes. Ils n'auraient qu'à se faire passer pour un de ces michetons un peu tordus qui veulent baiser 2 putes à la fois. Un conseil, Berg, il faut que tu te dépêches de faire déménager tes filles. Toi aussi, déménage aujourd'hui même, passe dans la clandestinité, fais tapiner tes pétasses dans un autre quartier. Quand tu auras déménagé, ne sors plus. Appelle-moi dès que tu auras trouvé une nouvelle piole. Il raccrocha. Je suis un cave. J'aurais dû bousiller la demi-portion à la manière de Top. À 7 heures du soir, j'avais loué 2 nouveaux appartements, un pour les filles, un pour moi. Chris, ma nouvelle pute de confiance, était la seule de la famille à connaître les raisons de notre déménagement.
Je rangeais la Cadillac dans un garage que je louais à un vieux veuf. Le garage se trouvait derrière sa maison, dans un quartier respectable. Je pris ensuite un taxi et me rendis chez un de mes revendeurs de cam. J'allais vivre dans la clandestinité, il me fallait au moins 30 grammes de poudre. Après avoir acheté ce dont j'avais besoin, je ressortis dans la rue chercher un taxi. Au moment où je passais devant la boutique d'un coiffeur, j'aperçus des guêtres blanches au pied d'un type assis dans un fauteuil près de la vitrine. Ce cave est lamentable. Les guêtres sont complètement passées de mode depuis qu'on porte des chaussures montantes. Je marchais vite, ça chauffait pour moi et j'avais besoin d'un taxi d'urgence. J'avais parcouru la moitié du pâté de maison lorsqu'il me sembla entendre quelqu'un qui criait derrière moi: File, file! Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Un grand type efflanqué, une serviette de coiffeur autour du cou, avait surgi sur le trottoir. Il hurlait et agitait les bras comme un clown. Des guêtres blanches brillaient à ses pieds. J'allongeai le pas. Le connard démodé criait: Fils, fils! En galopant vers moi. La lumière des néons, son visage sombre et ridé changeait de couleur comme la peau d'un caméléon. Il se précipita sur moi et me serra contre lui comme si j'étais un billet de loterie gagnant. Il haletait et transpirait comme une pute le jour où le régiment vient de toucher sa solde. Il exhalait une odeur de cosmétique mêlée de sueur. Je distinguais des traces de talc au sommet de son crâne dégarni, mais je n'arrivais pas à voir son visage qu'il avait enfoui dans ma poitrine. Mon fils, mon précieux fils, balbutia-t-il. Notre Seigneur Jésus a entendu la prière d'un vieil homme. Il m'a permis de revoir mon fils unique et de le serrer contre moi avant de connaître le repos éternel. Il me vint en tête une horrible pensée pendant qu'il m'étreignait comme s'il m'avait fait l'amour. Je me demandais soudain si ma tête avait éclayé la peinture du mur contre lequel il m'avait jeté quand j'avais 6 mois. Je le repoussai sans ménagement et le regardai froidement dans les yeux. Je vis une vague lueur de colère briller dans ses pupilles sombres. Bon Dieu, fils, ce n'est pas beau ça. Tu as reconnu ton père là-bas chez le coiffeur et tu as fait semblant de ne pas me voir, hein? Bien sûr que non, je t'ai pas reconnu, répliquai-je. Je croyais que t'étais clamsé. Alors écoute, j'ai été très content de te revoir, mais je suis terriblement pressé à un de ces jours. J'ai fait ma part pour t'amener au monde. Tu ne vas pas me traiter comme un chien maintenant. Où habites-tu? Tu as l'air plutôt riche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles pour une grande entreprise? Tu as une jolie petite épouse? Est-ce que j'ai des petits-enfants, mon fils? Tu n'as jamais entendu parler d'Iceberg Slim? Lui dis-je. Il est célèbre pourtant. J'espère que tu n'es pas associé à une ordure pareille, s'indigna-t-il. Écoute, vieux, je suis Iceberg Slim. Alors, tu es fier de moi? Je suis le nègre le plus important que notre famille ait jamais produit. J'ai 5 putes sur le trottoir qui brillent de toutes leurs fesses. Je crus qu'il allait avoir une crise cardiaque. La serviette autour de son cou palpitait à l'endroit du cœur. Il s'appuya contre un réverbère. À la lumière de la rue, son visage avait tourné au gris. Je remontai les manches de ma veste et de ma chemise au-dessus du coude et lui collai sous le nez mon bras criblé de traces de piqûres. Il eut un mouvement de recul. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Dis-je. Regarde. Je me shoote plus de fric dans le bras chaque jour que tu n'en gagnes en une semaine. J'ai parcouru pas mal de chemin depuis que tu as essayé de me fracasser le crâne contre un mur. Tu peux bomber le torse, mon pote. J'ai déjà fait 2 séjours en tôle et je m'apprête à y retourner une 3e fois d'un jour à l'autre. Tu ne sais donc pas que je suis quelqu'un d'important. Peut-être qu'un de ces jours, je ferai de toi un père fier et heureux. Je buterai une pute et je finirai sur la chaise électrique. Je m'éloignai et attrapai un taxi au coin de la rue. Le chauffeur fit demi-tour. Je regardai mon père. Il était assis au bord du trottoir sous le réverbère. Ses guêtres blanches se détachaient nettement dans le caniveau. Il avait la tête baissée sur les genoux, et je voyais ses épaules secouées de sanglots. Le pauvre type pleurait à chaudes larmes. Je rentrai chez moi et appelai Sweet, puis je me fis un shoot de cocaïne. C'était la meilleure cam qu'on m'ait vendue depuis que Glastop était allé en tôle.